tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls. Alors, cette fois-ci, on se retrouve non pas sur Dark Souls 2, mais sur Dark Souls 3. Alors, cette vidéo va être différente de d'habitude car je ne vais pas vous montrer l'aventure du jeu, car j'ai déjà fini Dark Souls 3. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 10 des armes que je préfère sur ce jeu, qui présente de nombreuses armes très diversifiées et avec des gameplays très variés. Donc il est très facile de trouver des armes que l'on aime bien dans ce jeu, mais il est difficile de faire un top 10 car il y a énormément d'armes très appréciables. Alors, je n'ai pas fait de classement, c'est-à-dire que les 9 premières armes que je vais vous présenter, je n'ai pas de préférence entre elles. Cependant, j'ai quand même une arme préférée parmi les 10 que je vous montrerai à la fin de cette vidéo. Alors, pour commencer les démonstrations, on peut par exemple aller au Grand Mur de Lothric. Je pense que cette zone est plutôt pas mal pour s'entraîner, car les mobs ne sont pas très forts, même s'ils sont assez nombreux. Je vais peut-être faire du PVP aussi, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire du PVP en ASMR, car c'est très difficile de rester concentré durant un duel. Alors, parmi mon top 10, on peut retrouver l'épée de chevalier enclavé. Alors, j'aime beaucoup cette arme. Premièrement, parce que c'est une épée droite. Selon moi, les épées droites font partie des meilleures armes dans Dark Souls. Pour moi, c'est le meilleur type d'arme, que ce soit en PvP ou en PvE, car elles ont une portée très correcte. Elles ont très souvent des attaques des stocks, comme ceci, et elles enchaînent magnifiquement bien. Donc, hop. C'est très facile d'enchaîner les ennemis. Alors l'épée du chevalier enclavé, ce n'est pas une épée droite comme les autres. Elle est plus particulière car elle possède un weapon art extrêmement jouissif à utiliser. On peut en effet utiliser la lame de cette arme telle une lame de feu pour augmenter la portée de l'arme. Ah, je suis mort. Les ennemis ont beau être faibles au début du jeu, je suis en NG+7, donc il faut quand même faire attention. Donc l'épée de chevalier enclavé, c'est une arme qui est très appréciée de la communauté, parce qu'elle est quand même assez forte. On la trouve dans la DLC sur Ringed City, sur les chevaliers enclavés. Il suffit de les farmer. Mais honnêtement, si vous n'avez jamais joué cette arme, je vous conseille fortement d'utiliser. Donc là par exemple, ce weapon art que je suis en train d'utiliser, et ça s'apparente à un espadon. Un espadon de feu. Et c'est vraiment trop classe. C'est une arme qui est extrêmement charismatique. Donc elle possède bien évidemment des dégâts physiques normales, mais elle possède également des dégâts de feu. Donc c'est très bon en PvE car beaucoup d'ennemis sont faibles au feu dans ce jeu, notamment les morts vivants. Donc là je descends. Tiens, il y a un item que j'avais pas trouvé ici. Âme d'un malheureux. D'accord. Alors là on a un lancier sur lequel je pourrais utiliser mon weapon art. Voilà. Donc c'est vraiment très puissant. Mais c'est surtout trop stylé. Donc ça peut surprendre pas
les ennemis en PvP d'utiliser ce weapon art. Voilà, donc en plus je sais pas vous, mais je trouve que l'épée, esthétiquement, de base, elle est vraiment classe. Il y a des espèces de cornes de bélier sur le manche, et ça donne un peu un aspect démoniaque. Voilà, c'était la première arme de ce top. Donc ce n'est pas forcément celle que j'aime le moins dans le top 10. Voilà, je n'ai pas réussi à faire un classement. Donc je vais vous montrer une autre arme. Alors, une autre arme que j'apprécie beaucoup, c'est l'espadon d'Artorias. Donc ici, cette arme s'appelle l'espadon de Chevalier Loup. Mais le Chevalier Loup, il faut savoir que c'est Artorias, un des 4 chevaliers de Gwen dans Dark Souls, premier du nom. Donc cette épée est également très appréciée par la communauté. Surtout justement parce que c'est l'arme d'un personnage extrêmement intéressant dans Dark Souls 1. Alors, pour vous montrer un peu l'arme, on peut se rendre par exemple à Irithyll de la vallée boréale. Donc l'espadon de Chevalier Loup ne possède que des dégâts physiques, contrairement à l'arme précédente. Mais elle fait des dégâts extrêmement élevés et elle enchaîne très bien. Donc c'est un espadon simple, ce n'est pas un ultra espadon. Voilà. Donc c'est assez facile d'enchaîner avec, même si ça reste une arme relativement lourde. Donc l'espadon de Chevalier Loup, pour l'obtenir, il faut battre les veilleurs des abysses. Il faut battre les veilleurs des abysses, puis récupérer leurs âmes et l'utiliser avec l'outelette à l'écheveu. Et ainsi vous pouvez soit forger l'espadon des veilleurs des abysses, soit cet espadon. Sachant que les deux sont très bons. Donc là je suis contre des ennemis qui sont très forts. Je pense que ce type d'ennemi a pas mal posé problème aux joueurs quand ils sont arrivés à Irithyll. Ces ennemis-là possèdent des épées courbes qui enchaînent assez bien, voire très bien. C'est une arme que j'ai failli mettre dans mon top d'ailleurs. Alors là, je vais utiliser le weapon art du Chevalier Loup. Donc il effectue un salto dans les airs. Donc on a vraiment trop la classe avec cette arme aussi. Puis elle a un design que j'aime beaucoup. On a vraiment la sensation que l'arme est ancienne et qu'elle a vécu de nombreuses histoires. Elle est abîmée par le temps. Donc tout comme l'épée de Chevalier Enclavé, c'est une arme qui possède une attaque des stocks comme ceci. Et autant vous dire que ça fait de très lourds dégâts. Voilà, démonstration. Donc, en parlant de weapon art, on peut effectivement effectuer un salto, mais aussi cette attaque tournoyante, comme ceci, qui est très rapide et qui peut surprendre assez rapidement l'adversaire. Donc là, on a devant nous un groupe d'ennemis avec une sorcière de feu, aussi appelée sorcière profanée je crois, car c'est la flamme profanée qu'elle a sur son bâton. C'est une arme qu'on peut récupérer d'ailleurs qui fait office d'hallebarde, une arme très intéressante pour les sorciers. Donc là je suis content parce que je suis pas mort, j'ai réussi à éliminer les ennemis. Donc l'espadon d'Artorias, c'est une arme qui est plutôt bonne en PvE également, justement parce que comme elle effectue de grands balayages, c'est très facile de s'occuper d'un groupe d'ennemis comme celui-ci. Ah, je suis décédé. Les ennemis m'ont vaincu avec leur clé mort. La clé mort qui est aussi un espadon simple. Voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses à propos de l'espadon d'Artorias. Donc voilà, je pense que vous connaissez aussi cette
joué sur Dark Souls 1. Elle était aussi très stylée, mais elle ne possédait pas ce weapon art. Voilà, donc c'est une arme vraiment qui est très intimidante, je trouve. Voilà. Alors ensuite, dans ce top, j'ai également la percée ténébreuse. Alors la percée ténébreuse, c'est une arme très particulière. Alors, premièrement déjà, comme on peut le voir, parce que sa lame est invisible, on peut la voir mais avec les reflets de la lumière. Donc c'est une arme très fourbe et que j'adore utiliser en PvP. Alors, pour vous montrer un peu le gameplay de cette arme, on peut par exemple se rendre aux grandes archives. Alors je sais que je suis pas très fan des katanas en général sur Dark Souls, mais quand j'ai essayé cette arme, j'ai tout de suite adoré, et particulièrement son weapon art, qui est le nom de l'arme en fait, c'est la perce ténébreuse, comme ceci. Et donc ce weapon art en fait il est très rapide, et il est très compliqué à anticiper. Donc en PvP je sais que les ennemis ont du mal à éviter cette attaque, d'autant plus que elle brise la garde de l'adversaire si jamais il utilise un bouclier. Alors là, il y a un sage de cristal. Hop, donc voilà. Je l'avais pas battu sur ce NG. Donc l'arme n'a pas une portée incroyable, mais suffisante pour être efficace. Et puis surtout, comme elle est invisible, les ennemis en PvP ont du mal à savoir à quelle distance se situer par rapport à moi. Et donc c'est très facile d'effectuer des feintes. Donc elle possède également une attaque des stocks, comme tous les katanas quasiment, comme ceci. Donc ça fait de bons dégâts. Ce n'est pas une arme qui fait des dégâts exceptionnels, comme l'espadon d'Artorias, mais si on sait bien l'utiliser, c'est extrêmement puissant. Comme toutes les armes au final. Voilà, donc là je suis en train de faire des backstabs sur les érudits. Alors moi il y a un autre katana que j'aime beaucoup aussi, c'est la soif de sang. Mais je trouve qu'elle manque de gameplay. Je trouve que on ne bouge pas assez avec cette arme. Justement la perce ténébreuse, son weapon art permet à notre personnage de beaucoup bouger, d'être vraiment en mouvement, et ça c'est très appréciable. Alors pour avoir cette arme, il faut soit faire la quête de Yuria, de Londor, soit la tuer, et on peut récupérer son arme. Donc c'est l'arme de prédilection de ce personnage, qui s'est juré de tuer au moins 100 victimes avec cette arme. Oula. Ok, bon, je crois que je suis un peu dans le pétrin. Les archives du Duc, c'est un lieu où il y a énormément d'ennemis. Mais c'est bon, j'ai réussi à survivre. Ah oui, d'ailleurs, comme tous les katanas, alors l'arme possède des dégâts physiques, bien évidemment, mais pas que. On peut également infliger des dégâts de saignement avec cette arme. Donc, il est très utile d'enchaîner par conséquent pour
ce que j'aime bien avec cette arme, c'est que on la voit jamais en PvP, donc c'est une arme très originale que les gens ne connaissent pas. Donc c'est encore plus facile de surprendre. Voilà. Alors, je vais aller à la mausolée du dragon. Donc nous voici à la mausolée du dragon, un des meilleurs lieux du jeu pour farmer les âmes, car il y a un ennemi qui ripop à l'infini et qui donne pas mal d'âmes lorsqu'on l'élimine. Alors du coup, une autre arme de mon top 10, c'est la lance de tueur de dragon. Alors c'est assez marrant parce que tout à l'heure je vous ai présenté une arme d'un des 4 chevaliers de Gwen. Et bien cette arme en fait également partie. C'est l'arme de prédilection du chevalier Ornstein. C'est d'ailleurs le plus fort je crois des 4. Donc c'est un boss qui est extrêmement connu dans Dark Souls premier du nom. Car non seulement c'est un boss obligatoire, mais en plus c'est un boss difficile à oublier parce que il est très charismatique, le combat est très épique, très épique. Mais en plus, il est assez difficile. C'est un boss qui a posé pas mal de problèmes à pas mal de joueurs, mais dans le bon sens. Alors, la lance d'Ornstein, enfin la lance d'Ornstein, aussi appelée lance de tueur de dragon, c'est une lance avec une très grande portée, mais qui possède des dégâts foudre, donc très pratique quand les ennemis faibles à la foudre. Alors, je vais essayer de tuer cet ennemi. Voilà. Alors, cet ennemi-là, il est pas très faible à la foudre, je crois, mais c'est pas grave. Donc, c'est le chevalier de Drakesang. Alors, ce que j'aime bien avec cette arme, c'est son weapon art aussi. Ah, d'accord. Ok, il est vraiment très fort ce chevalier. Surtout un G+7. Donc évidemment cette arme possède des attaques des stocks. C'est le principe d'une lance. Mais vous avez vu, j'ai effectivement un weapon art assez particulier qui consiste à utiliser un trait de foudre et à le projeter sur l'ennemi, comme ceci. Donc c'est très pratique pour attaquer à distance et pour surprendre l'adversaire. Alors cette fois-ci, c'est moi qui vais éliminer ce chevalier. Donc tout comme les lances, elle enchaîne très bien. C'est très facile de toucher l'ennemi grâce à la portée. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à le tuer. Donc comme ça va me faire un peu d'âme. Ah, et comme ça j'ai obtenu l'espadon de Drakesang. Alors cette arme, je l'aime beaucoup aussi parce qu'elle est très stylée. Elle est dorée avec une grande lame au bout. Donc ça fait vraiment arme de chevalier noble. Arme de chevalier très haut rang. C'est pas juste une simple lance comme la Pertuisane, c'est vraiment un truc bien plus charismatique. Et bien plus classe. Donc évidemment, comme elle inflige des dégâts foudre, c'est également une arme très pratique en PvE. Comme il y a énormément d'ennemis faibles à la foudre. En fait, la foudre, c'est même l'élément sur lequel on peut infliger le plus de dégâts sur le jeu en général. Surtout les boss, je pense par exemple à la danseuse de la vallée boréale, le pontife Sullivan. Voilà.
guerrier serpent. Ah, vous avez vu les dégâts? J'ai quasiment one-shot l'ennemi. Et pourtant, par rapport au scale de l'arme, l'idéal, c'est d'avoir de la dextérité, de la force et de la foi. Mais moi, je n'ai pas beaucoup de foi, j'ai que de la force et de la dextérité. Donc ça veut dire que avec un autre build, j'aurais pu faire des dégâts encore plus élevés. Mais là déjà, avec 40 en force et 40 en dextérité, c'est très suffisant. Voilà. Que pourrais-je dire d'autre sur cette arme? Pas grand chose, le gameplay des lances en général ne sont pas très diversifiés. Mais en tout cas, j'aime beaucoup celle-là. On va essayer de faire un backstab sur ce chevalier. Vous avez vu les dégâts? C'est impressionnant, je m'attendais pas à ça. Puis ils enchaînent super bien quoi. C'est très difficile pour les ennemis de nous approcher sans prendre de dégâts. Parce que la portée qu'on a avec cette arme, elle est juste incroyable. Allez hop, backstab. Parfait. Très bien. Je vais désormais vous montrer notre arme de mon top 10, par exemple. L'espadon de Licheveux. Et oui, j'ai mis cette arme dans mon top 10. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller? On peut par exemple se rendre aux rues de la cité enclavée. Ah oui, c'est très bien. J'aime beaucoup la DLC The Ringed City. The Ringed City. Ouais, c'est plus correct de dire ça comme ça. Alors, oui, j'ai effectivement mis l'espadon de Licheveux dans ce top. Ce n'est pas une arme très populaire parce qu'elle n'a rien, enfin, elle n'a pas grand chose de particulier, mais moi je l'aime beaucoup parce que je la trouve très stylée. J'aime le fait qu'elle possède des dégâts de feu, tout comme l'épée de chevalier enclavé, mais c'est des dégâts bien plus élevés sur l'élément feu. Donc contre les ennemis faibles au feu, ça fait vraiment des bons dégâts. Mais pourtant, en général, c'est pas une arme qui a des dégâts exceptionnels. Cependant, elle possède un weapon art extrêmement appréciable. Et c'est vraiment ce qui en fait son charme. Donc en fait, on effectue un écrasement au sol qui non seulement provoque un buff de feu sur l'arme, esthétiquement et statistiquement. Donc vraiment l'arme est trop stylée. Et donc du coup oui, on effectue des dégâts plus élevés avec ce buff. Et lorsqu'on effectue l'écrasement, on a une grande traînée de flammes devant nous. Et pour toucher des ennemis à distance, c'est vraiment très pratique. Voilà. Donc cette arme là, c'est l'arme du boss de fin du jeu, l'âme des cendres. Un boss très charismatique. Peut-être le meilleur boss du jeu d'ailleurs. En tout cas, c'est un des meilleurs boss. Donc automatiquement, lorsqu'on adore un boss, on apprécie forcément son arme. Oh là là, je suis contre des ennemis qui sont vraiment bizarres. On dirait un mélange de cigales et d'humanoïdes. Il y a des gros et des petits. Je ne sais pas vraiment ce que c'est que ces mobs. Mais ouais, ils sont vraiment très étranges. D'autant plus que, je sais pas si vous avez fait attention, mais quand ils attaquent, ils parlent. On dirait qu'ils prononcent des mots, mais dans une autre langue. Alors, cet espadon de Licheveux, contrairement à beaucoup d'autres épées, ne possède pas d'attaque des stocks. Voilà, donc par exemple l'attaque puissante, c'est ça. C'est un écrasement au sol, mais qui fait quand même très mal. Mais c'est vrai que l'attaque
stocks sont quand même en général les meilleurs. Surtout en PvP. Mais cette arme est utilisable autant en PvP qu'en PvE. Je l'ai déjà testé et franchement je suis pas déçu. D'autant plus que je vois quasiment jamais personne qui utilise cette arme. Donc ça fait original. Donc comme c'est une arme de boss, pour l'améliorer il faut utiliser des écailles de titanite. Donc ça va, il y en a quand même pas mal dans le jeu. En fait il y en a même à l'infini. Il suffit de trouver des cendres présentes à côté du roi sans nom, les donner à la servante du sanctuaire. Et vous pouvez acheter plein d'écailles de titanite pour pouvoir améliorer vos armes de boss, telles que cette arme. Alors, les espadons simples, comme l'espadon de l'Icheveux, on peut les manier à une main ou à deux mains. Le gameplay varie pas mal. Lorsqu'on utilise cette arme à une main, on effectue des balayages et à deux mains on effectue des écrasements. Mais je préfère largement les balayages, je trouve ça plus pratique. Même si à deux mains, je pense qu'on fait plus de dégâts. Alors là je visite le marais, hein. C'est vraiment une très belle zone, j'apprécie cet endroit. Il y a vraiment une atmosphère qui s'en dégage qui est très particulière je trouve. Bon voilà, je pense que j'ai dit pas mal sur cette arme. Donc c'est bien évidemment une des armes emblématiques de Dark Souls, vu que c'est quand même l'espadon de l'Icheveux. C'est l'objet qu'on retrouve dans tous les feux de camp, les bonfires. Et donc c'est vrai que c'est quand même plaisant d'enfin pouvoir jouer cette arme. Parce que de Dark Souls 1 à Dark Souls 3, nous les joueurs, on n'arrêtait pas de croiser des épées comme ça dans les feux de camp. Mais jamais on pouvait l'utiliser en tant qu'arme. Et enfin, avec l'âme des cendres, on peut l'utiliser. Et donc je trouve que cette idée est vraiment originale de la part des développeurs. Voilà. Alors je vais vous montrer une autre arme. Alors, où est-ce que je pourrais bien aller? Il y a tellement d'endroits sympathiques dans ce jeu. Ah, je sais, tiens. Je vais aller à la capitale profanée. Une de mes zones préférées du jeu. Pour son histoire. Alors, capitale profanée, voilà. Donc on est déjà à la moitié. Il me reste encore 5 armes à vous présenter. Et donc là on va partir sur la hache de tueur de dragon. Alors les haches dans Dark Souls, je trouve que ce sont des armes qui sont très charismatiques. On a vraiment un sacré style avec, je trouve. Surtout quand on les porte à une main. Ça fait vraiment un peu viking. Mais malheureusement j'ai toujours trouvé que les haches manquaient de polyvalence. Elles font des bons dégâts certes, mais elles manquent vraiment trop de portée et de rapidité. Cependant, la hache du tueur de dragon est une hache que j'apprécie, car en fait, tout comme la lance du tueur de dragon, elle possède des dégâts foudre. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut faire des dégâts vraiment impressionnants, surtout contre les ennemis faibles à la foudre, qui sont nombreux dans ce jeu. Et puis j'apprécie beaucoup aussi le design de l'arme. Ça semble vraiment être une hache basique quand on la voit comme ça, mais non. Vous allez voir qu'elle inflige des dégâts foudre. Donc là par exemple je suis contre une gargouille. Je vais essayer de la tuer. Alors je pense
pense que les gargouilles sont faibles à la foudre, mais j'ai un doute. Voilà. Donc les dégâts sont vraiment appréciables quand même. Oula. Alors pour ce qui est du gameplay, elle a un gameplay basique de hache. C'est-à-dire que, par exemple, l'attaque puissante, c'est un grand écrasement au sol, comme ceci. Et pour le weapon art, c'est le cri de guerre. Alors le cri de guerre, c'est un weapon art que j'aime beaucoup. Parce que non seulement on augmente la puissance de notre arme, mais en plus on peut foncer violemment vers notre adversaire. C'est bon, j'ai réussi à l'éliminer. Donc voilà, ça c'est le cri de guerre. Donc ouais, c'est vraiment stylé. Ça fait vraiment gros bourrin. Alors, là je suis dans un petit labyrinthe avec... ah oui, c'est vrai, tiens. Je m'étais pas occupé de ces lézards de cristal. J'en profitais pour les tuer afin d'obtenir des écailles de titanite ou des titanites scintillantes. Alors cette hache, c'est un peu particulier pour l'obtenir parce qu'en fait elle appartient à un personnage du jeu qui est à la base dans Dark Souls 2. Il s'agit de Creighton l'aventurier, un ennemi de Cyrus. Et donc en fait, si vous faites la quête de Cyrus à Irithyll et que vous arrivez à battre Creighton avec elle, vous pouvez obtenir la hache de tueur dragon. Donc la hache de Creighton. Voilà. Donc pour moi c'était indispensable d'obtenir cette arme. Parce que vraiment je la trouve vraiment stylée. J'adore le design de l'arme. Son gameplay est identique aux autres haches, mais par rapport à l'esthétique, je trouve qu'elle a vraiment quelque chose en plus. Sans parler du fait qu'elle possède des dégâts foudre. Voilà. Alors, je vais rester à la capitale profanée et je vais vous montrer la sixième arme de ce top qui est... ah non, la septième arme. Par exemple... Ah tiens, l'épée courbe de Cardus. Alors l'épée courbe de Cardus, comme dit dans son nom, c'est une épée courbe. Mais contrairement aux autres épées courbes, celle-ci est la meilleure portée du jeu. Elle a vraiment une portée impressionnante, elle est très grande. Cependant, sa portée influe sur son poids et donc sur sa rapidité. C'est une arme qui est moins rapide que les autres épées courbes. Mais vraiment, moi je l'aime beaucoup. Parce qu'en plus d'être stylée, son gameplay est vraiment appréciable, elle est très fluide. Ça s'apparente un peu au gameplay d'une épée droite en fait. Regardez les dégâts, c'est vraiment impressionnant. En fait, c'est peut-être l'arme parfaite pour faire du saignement. Parce que vraiment elle fait mal en saignement. Comme elle enchaîne très bien, c'est très facile de vider les veines des adversaires. Alors là, il y a un mimique, je crois. Je vais pouvoir m'entraîner sur lui aussi. Parfait. Je m'attendais pas à faire des saignements aussi flagrants. Alors l'épée courbe de Cardus, on peut la trouver en farmant les guerriers de Cardus dans les catacombes. Alors le mimique, il est un peu plus fort quand même. Attention. Ah oui, je suis empoisonné aussi, c'est vrai. Alors dans les catacombes de Cardus, on peut trouver pas mal d'armes courbées, notamment cette arme du coup, mais aussi un autre type d'épée courbe, une
croissant. Et aussi l'espadon courbe de Cartus qui ressemble beaucoup au Murakumo. Alors, il y a aussi quelque chose que j'adore avec cette arme, c'est son weapon art. C'est une attaque tournoyante qui s'effectue en 2 étapes. Et pareil, pour enchaîner les ennemis, c'est vraiment super pratique. Donc, comme tous les épées courbes, je crois, ce type d'arme effectue des attaques de taillade. Enfin, des dégâts de taillade. Donc, pas des stocks. Vraiment de la taillade. Pour la série, la peau des adversaires. Puis à l'armure, ça dépend. Alors là, je suis... Ah d'accord, je suis décédé. Là, cet ennemi-là, il est très fort. Il ressemble un peu à Sullivan, il a la même tenue que lui. C'est un sorcier qui vient d'Ariandel aussi, je crois. Enfin bref. Donc en plus, cette arme-là aussi, je trouve que ça fait un peu pirate. C'est vrai, c'est vraiment pirate. Et puis, personnellement, j'aime beaucoup les petits dessins qu'il y a sur l'arme gravés. Vous voyez, c'est vraiment joli. On retrouve pas ça sur toutes les armes du jeu. Vraiment, je trouve que les développeurs, ils ont super bien travaillé le design des armes. Voilà. Donc sinon, le gameplay est assez basique. Hein. Ça ressemble à beaucoup d'épées droites sinon, mais vraiment, celle-là, je l'apprécie pour sa portée, en fait. Sa portée et son design. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant la prochaine arme. Et pour cela, on va se rendre au Cancorvien, par exemple. Donc, de la DLC Ashes of Ariandel. Alors, la prochaine arme que je peux vous présenter, c'est la hallebarde de Chevalier Noir. Alors, cette arme-là, elle est aussi très connue parce qu'elle était très présente dans Dark Souls 1 également. C'est une arme qu'on pouvait dropper en fait très tôt dans le jeu sur les Chevaliers Noirs si on avait de la chance. Et quand on y arrivait, on pouvait vraiment s'estimer chanceux parce que en fait c'est une arme qui fait des dégâts très élevés. Elle a des dégâts physiques très élevés. Et donc quand on arrivait à la voir dès le début du jeu, c'était assez puissant. Alors dans Dark Souls 3 c'est pareil, elle est aussi très puissante. Mais on l'obtient assez tard quand même, mine de rien. On peut la trouver dans l'arène de Gensir le champion. Alors pourquoi j'ai mis cette arme dans ce top? Alors premièrement parce qu'elle est super jolie. Comme l'épée courbe de Cartus, on peut retrouver des gravures sur l'arme. Ça donne vraiment un aspect très sympathique. Mais aussi parce que l'arme est juste très forte en fait. C'est une arme qui est très forte, non seulement comme j'ai dit parce que les dégâts qu'on peut infliger avec cette arme sont très élevés. Et en plus, comme c'est une hallebarde, on possède une portée assez impressionnante. Alors là, je me suis fait tuer par un guerrier corvien qui possède une rapière. Et en fait, ces ennemis-là sont très rapides. Donc je vais essayer de l'éliminer avec la hallebarde. Mais je pense que ça va être assez chaud. Alors, les hallebardes dans Dark Souls, il y en a pas mal aussi. Il y a... en fait, j'ai envie de dire qu'il y a 2 types d'hallebardes. Il y a les hallebardes à pointe et il y a il y a les hallebardes à balayage.
devrais plutôt dire hallebarde stock et hallebarde balayage, voilà. Et voilà, vache, il est vraiment super fort cet ennemi. J'arrive pas à parler en l'affrontant. Ah, je suis mort encore. Il est trop fort. Je trouve que cet ennemi fait partie des ennemis les plus forts du jeu. Ok, je vais aller ailleurs parce que il est vraiment trop fort. Un G plus 7, ça fait mal. Donc je parlais des hallebardes que j'ai nommées hallebarde à stock et hallebarde à balayage. Les hallebardes à stock, c'est plutôt des hallebardes plus classiques. Où le gameplay est assez monotone, je trouve. Mais l'hallebarde à balayage comme celle-ci, en fait, ça permet de toucher très facilement les ennemis sur une large zone. Et on peut également effectuer des attaques tournoyantes comme ceci. Le gameplay varie un petit peu suivant si on la prend à une ou à deux mains. Et donc ça c'est vraiment très appréciable également. Alors je vais m'entraîner un peu sur un autre guerrier corvien, qui est tout aussi rapide que le premier mais un peu moins fort. Donc c'est celui-là. Il est juste là. Il a des griffes acérées. Alors la hallebarde de chevalier noir, évidemment, c'est une des 4 armes des chevaliers noirs. Donc il y a aussi une grande hache normalement, un ultra espadon et un espadon simple. Mais dans Dark Souls 3, les chevaliers noirs ne possèdent que une grande hache et un ultra espadon. Les armes de ces chevaliers sont plus diversifiées dans Dark Souls premier du nom. Mais ils sont aussi plus nombreux. C'est bon, je vais réussir à l'éliminer. Donc c'est une arme qui, comme j'ai dit, fait beaucoup de dégâts. Et comme elle effectue des balayages assez rapides, c'est très facile d'enchaîner son adversaire avec. Voilà. Donc maintenant je vais vous présenter une autre arme qui est l'avant-dernière de ce top. Alors, on va aller au quai du mausolée, je crois que c'est ça le nom de la zone. En tout cas, c'est la première zone de la cité enclavée. Oui, c'est ça, quai du mausolée. Alors, l'avant-dernière arme de mon top de mes armes préférées, c'est, comme vous pouvez le constater, l'espadon de l'Orient. Alors l'espadon de l'Orient, c'est en réalité une arme de démon. D'ailleurs ça se voit par son allure, ça fait vraiment arme démoniaque. Mais c'est le prince Lorient, le frère du prince Lodric, qui l'utilise durant le combat de boss contre lui, qui est d'ailleurs un combat vraiment très épique et assez difficile quand on ne connaît pas le pattern du boss. Donc là on a vraiment une super vue sur le mausolée de la cité enclavée. Je pense que cette zone c'est la zone la plus jolie du jeu. Vraiment les couleurs, les graphismes, le paysage, tout est parfait. Alors cette arme je l'ai mis dans ce top. Juste, je sais pas, j'aime bien quasiment tout dans cette arme. J'aime bien son design, j'aime bien le fait que ce soit un ultra espadon car j'aime beaucoup ce type d'armes. Ce sont des armes très lourdes, avec une portée très élevée, qui font des très lourds dégâts même si ce sont des armes assez lentes. Lorsqu'on les utilise bien, c'est très facile de piéger l'adversaire. Alors là je vais traverser le pont en essayant de ne pas me faire tuer par les sentinelles.
Tiens, d'ailleurs, les sentinelles sont... j'ai l'impression que ce sont les mêmes sentinelles qu'un boss dans Dark Souls 2. Elles ont le même... elles ont les mêmes armures, je crois. Ah, on a vraiment... J'avais oublié à quel point c'était joli, la cité enclavée. Ici, on a vraiment toute une vue. Incroyable. Alors, cette arme, c'est un ultra espadon, mais pas comme les autres, car il possède des dégâts de feu et de lourds dégâts de feu. Donc, tout comme pour l'espadon de liche-feu, contre les ennemis qui sont faibles à ce type d'éléments, les dégâts sont vraiment extrêmement importants. Alors, le weapon art de cette arme est également assez particulier. On peut en fait, dans une première phase, buffer notre arme, comme ceci, pour augmenter les dégâts de feu et donner un aspect de braise sur l'arme. Donc c'est vraiment très stylé. Avec un Fashion Souls de démon, ça peut vraiment donner un style très original. Alors, comme c'est une arme qui effectue des attaques de balayage sur une large portée contre les groupes, c'est aussi très efficace, comme celui-ci. Voilà. Parfait. J'ai réussi à tous les tuer sans mourir. Alors, donc, la première phase du weapon art, c'est ça. Buffer l'arme. Mais en deux... Ah mince, je suis tombé. Dommage. J'allais vous montrer la deuxième phase. J'avais pas vu que j'étais juste à côté du vide. C'est pas grave. Alors je vais me téléporter hop, à la rempart intérieure enclavée. Pour vous montrer un peu ce qu'il en est pour le gameplay de cette arme. Donc du coup cette arme là évidemment on peut l'obtenir avec l'âme des princes jumeaux. Alors, voici le weapon art. Voilà. Donc en plus de buffer l'arme, on peut envoyer valser l'adversaire devant nous s'il est pris au piège dans cette attaque. Les dégâts qu'il subit sont énormes, c'est vraiment des dégâts énormissimes. Et en plus, je sais pas si vous avez fait attention, lorsque j'effectue le weapon art, il y a une petite traînée de flammes devant notre personnage qui se propage. Et donc c'est d'autant plus pratique pour toucher l'adversaire. S'il ne se fait pas toucher par la lame, il peut toujours se faire toucher par les flammes. Alors pour ce qui est du gameplay, sinon, le gameplay est très similaire à deux mains ou à une main. Ce sont des balayages qu'on effectue. Je sais qu'il y a des ultra espadons où lorsqu'on les met à deux mains, ce sont des attaques différentes de balayage qu'on réalise. Mais là ouais, avec cette arme là c'est seulement des balayages. Mais en vrai c'est très pratique comme type d'attaque. Très pratique pour piéger l'adversaire dans une nuée de coups. Voilà. Alors, on a quand même une attaque des stocks avec cette arme, comme ceci. Mais seulement lorsque la met à deux mains. À une main, c'est un écrasement. Comme ceci. Voilà. Comme l'espadon de Pharaon. Alors là, on a un chevalier enclavé. Je vais essayer de le tuer. Avec un petit backstab. Très bien. Alors je pense que cet ennemi résiste au feu, mais c'est pas grave. Alors, comme c'est une arme qui est très lourde, c'est
c'est aussi très facile d'étourdir l'ennemi. C'est pour ça que c'est facile de le prendre au piège. Pour lui envoyer plusieurs coups dans les dents. Non seulement c'est facile d'étourdir l'adversaire, mais c'est également très facile de briser la garde de l'adversaire grâce au poids de cette arme. Donc comme c'est une arme assez lourde, il faut quand même des prérequis relativement élevés. Donc il faut 26 en force. Mais c'est très accessible. Parfait. Voilà. Désormais, je vais vous montrer le top 1 de, de ces 10 armes. Donc les 9 armes que je vous ai montrées n'ont pas de classement. Mais il y a quand même une arme que je préfère parmi les 10. Et il s'agit du Murakumo. Voilà. Le Murakumo, c'est mon arme préférée parmi toutes les armes dans Dark Souls. Que ce soit sur Dark Souls 1, Dark Souls 2 ou Dark Souls 3. Même si sur Dark Souls 2 le gameplay est un peu moins jouissif. Alors le Murakumo, c'est un espadon courbe. Donc les espadons courbes dans Dark Souls, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il n'y en a que 5 ou 6. Alors je vais essayer de tuer cet ennemi. Voilà, enfin. C'est bon. Ce sont des esclaves, je crois, ces ennemis. Parce qu'ils ont une tunique rouge, comme le chevalier Kael. Alors pour revenir au Murakumo, c'est une arme qu'on peut obtenir en battant le chevalier Alva qu'on trouve à l'entrée du donjon d'Irithyll. Mais dans Dark Souls 1, on obtient cette arme avec Shiva. Donc c'est un personnage que j'avais trouvé justement très charismatique dans Dark Souls 1 quand j'avais vu son arme très imposante. Car oui, je trouve que le Murakumo, en fait, avec son style espadon courbé, ça donne vraiment un aspect très intimidant et très imposant. Et en fait, c'est ça que j'aime bien avec cette arme. J'aime bien son gameplay, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est son design. Je trouve qu'elle est vraiment trop classe. Mais il faut savoir que c'est quand même une arme qui est assez forte. Ce n'est pas la plus forte du jeu, bien évidemment, parce qu'elle est assez lente et pas très facile à utiliser. Mais les dégâts qu'elle inflige sont très impressionnants. Donc ce sont des dégâts de taillade, tout comme les katanas ou les épées courbes. Alors la particularité du Murakumo, c'est son weapon art, qui possède une très grande portée, car ce sont des balayages qui s'effectuent sur une large zone, donc c'est très facile de toucher l'ennemi. Et s'il se fait prendre dans l'enchaînement de coups, il perdra énormément de vie. Mais attention, car c'est un weapon art qui consomme beaucoup de stamina, donc à utiliser avec précaution. Donc là on a un autre chevalier enclavé. Je vais essayer de vous faire une démonstration du weapon art. Voilà, c'est ça. Donc là vous voyez pas de bol, il a utilisé son bouclier. Donc j'ai eu chaud. Ah bah tiens, tout à l'heure je parlais d'Alva. Alva, c'est celui qui possède le Murakumo de base. Dans Dark Souls 3 en tout cas. Et là il nous a envahis. Donc ça va être Murakumo contre Murakumo. Si je meurs pas avant évidemment. Malheureusement je suis décédé. Les chevaliers enclavés sont vraiment très forts.
alors simplement avec des titanites normales. Donc ce qui est bien avec cette arme aussi, c'est qu'on peut l'imprégner et l'infuser. Donc ça en fait une arme très polyvalente. Donc pour pouvoir l'utiliser, il faut quand même 20 en force parce que c'est une arme qui est assez lourde. Mais c'est une arme qui se base plus sur la statistique de dextérité que sur la statistique de force. Donc vous pouvez très bien faire un build de dextérité avec cette arme. Dans mon cas, c'est un build de qualité, donc Dex Force, pour faire plus de dégâts. Mais également pour pouvoir utiliser plus d'armes différentes, évidemment. Alors, je vais retourner là-bas. J'ai envie de battre le chevalier enclavé. En faisant attention de ne pas mourir avant, évidemment. Donc la cité enclavée, c'est une zone qui est très difficile. Il y a énormément d'ennemis qui sont très forts. Donc si vous avez galéré sur cette zone, c'est totalement normal. Donc là j'essaye de me débarrasser des ennemis. Surtout là il y a un guerrier d'Harald. Ce sont des mobs qui sont abusément forts. Parce qu'ils possèdent une barre de vie très très élevée. Et les dégâts qu'ils font sont totalement abusés. Ah, il me suit. Ok, ça va être compliqué. Je pense que ça va être très compliqué pour battre Alva. À condition que j'arrive à les semer. Si j'arrive à les semer, c'est bon. Ah, Alva, le périgrin de la souffrance est là. Donc il a le Murakumo, mais c'est également une arbalète. Ok, duel, c'est parti. Pour l'instant, c'est moi qui mène. En tout cas, j'ai réussi à semer le chevalier enclavé et le chevalier d'Harald. Donc ça, c'est cool. Attention à pas se faire prendre dans l'enchaînement de coups. Aïe aïe aïe. Oh non, je me suis fait avoir. Il m'a eu. J'ai failli le tuer, mais il était plus fort que moi. Il m'a coincé dans un mur et je ne pouvais plus bouger. Voilà. Donc là, vous avez vu la puissance du weapon art du Murakumo. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé la faire et j'ai bien aimé chercher quelles armes mettre dans mon top. Il y a tellement d'armes dans ce jeu, c'est vraiment très sympathique. Le gameplay dans Dark Souls 3, je trouve qu'il est quasiment parfait. Voilà. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je fasse d'autres vidéos de ce genre, que ce soit sur Dark Souls 1, 2 ou 3. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine.